Dr Hafezi pour nous parler des différents traitements combinés du kératocone. Merci. Je vais vous parler de mon expérience et mes résultats avec les traitements combinés. Tout d'abord, les obligations financières de cette recherche. On a eu des projets qui ont été sponsorisés, ça veut dire le matériel du laboratoire, les cornets, la riboflavine par Schwind High-Tech Solutions. Tout d'abord, si vous regardez une corne topographiquement, il vous faut un traitement qui assure l'arrêt de la progression, alors une approche médicale, et dans un deuxième instant, bien sûr, ce qui intéresse le plus le patient, une amélioration de l'acuité visuelle, une réhabilitation visuelle. Et ma présentation tourne autour de la PKR guidée à la topographie ou Wavefront Guided. Et une des questions qui se posera est, est-ce qu'il faut combiner ce traitement si vous envisagez de le faire ou est-ce qu'il faut le faire en séquentiel? J'aimerais vous rappeler que tout ce que vous faites suit cette fameuse courbe de Bell ou distribution de Gauss que vous connaissez de vos études. Alors, si vous avez une réaction de n'importe quelle manière biologique, une réaction à une procédure, vous aurez toujours une distribution de réponse avec une grande masse qui se comporte comme vous le désirez et des extrêmes des deux bouts qui ne vont pas du tout faire ce que vous pensez qu'ils devraient faire. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile, disons, prenez 500 patients, c'est tellement difficile d'avoir des anecdotes qui disent « d'après mon expérience sur 50 cas », parce que si vous avez une incidence de 10% d'une complication ou d'un événement extrême, vous n'allez pas les voir, même si vous avez fait 5 ans d'expérience sur une cinquantaine ou soixantaine de cas d'une maladie rare. Alors, rappelez-vous de cette courbe. La question que je pose aujourd'hui, si vous voulez améliorer l'acuité visuelle avec une PRK, est-ce qu'il faut passer en simultané ou en séquentiel? Mon approche est l'approche séquentielle et je vais vous montrer pourquoi. Tout en bas, vous voyez une figure d'une publication de Frédéric Reiskop et Bert Sperl. C'est la courbure de la cornée dans le suivi de l'étude initiale de Dresden, suivi de 5 ans à l'époque, et vous verrez que 60% des patients stabilisent et 40% font ceci avec leur valeur K. Il y a un aplatissement qui, dans la moyenne, fait un peu plus que 2 dioptries et demie. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même détectable. Maintenant, si vous regardez les pros et les contras pour un traitement simultané, par exemple. Vous pouvez dire simultané fait plus de sens parce que je fais un seul traitement, je ne fais pas mal 2 fois au patient. J'ai peut-être moins de problèmes de haze avec les kératocytes réactivés et la restitution du patient est beaucoup plus rapide. De l'autre côté, vous pouvez dire oui, mais vous aurez un effet variable parce que individuellement, vous ne savez pas vous ne connaissez pas le degré d'aplatissement. De l'autre côté, on ne travaille pas dans une cornée normale, on est dans une cornée kératocone. Et si je suis avocat du diable, je dis, eh bien tant pis. Si je cible à moins 2 et j'ai un aplatissement de 2 dioptries, j'aurai un shift hypermétrope de 2 dioptries. Je peux vivre avec cela dans une cornée fortement asymétrique. Si c'était un patient standard, ce serait un problème majeur. Là, c'est peut-être un problème négligeable. Ce n'est pas la raison pour laquelle je passe dans le séquentiel. Si vous regardez le séquentiel, vous pouvez dire que pour cette méthode PARL, que vous pouvez peut-être être plus précis dans votre résultat final réfractif,
C'est la seule possibilité qui vous reste dans les centaines de milliers de patients au monde qui ont déjà eu un cross-linking dans les 15 années passées et qui vous approchent en disant « J'ai eu un cross-linking il y a 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et de l'autre côté, vous pouvez dire « Oui, mais si le cross-linking a été fait et vous enlevez 40 ou 50 micromètres de tissu, vous allez enlever la partie du tissu qui est le plus précieux. C'est le stroma antérieur qui déjà est biomécaniquement plus fort. En plus, c'est le stroma qui a eu un cross-linking. » Toutes ces raisons ne me font pas pencher vers simultané ou séquentiel. Ce sont 2 autres raisons qui me sont beaucoup plus importantes. Encore une fois, une courbe de Bell. Si vous appliquez cette distribution de Gauss sur un cross-linking, ça va vous faire sur 100 patients environ 90, même un peu plus, qui ont soit une stabilité, soit un aplatissement d'une dioptrie, 2 dioptries, 2,5. Vous pouvez vivre avec cela. Mais qu'est-ce que vous faites avec le 0,5% qui fait un aplatissement de 9 dioptries, 10 ou même 11? On a publié ça il y a 6 ans déjà, dans l'analyse de nos 1000 premiers cas en Suisse, et on a eu un cas sur 200 qui faisait un aplatissement. Ça, c'est après cross-linking standard Dresden. C'est très rare, mais que ça existe. À ce moment-là, si vous faites une PRK simultanée, vous avez un problème majeur de shift hypermétropique. C'est rare, 0,5%, mais n'oubliez pas que même avec le protocole le plus fort qu'on a, le protocole de Dresden, vous avez jusqu'à 7% d'échecs. 7% d'échecs et vous faites, imaginez-vous, de faire simultanément une PKR sur une cornée qui ne réagit même pas au cross-linking. Et au-delà, vous enlevez 50 micromètres. C'est simplement pas une bonne idée et si vous additionnez ces 2 chiffres, vous arrivez à 3,5 jusqu'à 7,5% de chance d'avoir une réponse qui n'est pas du tout celle que vous avez discutée avec vos patients. Et qu'est-ce que vous discutez avec eux? Vous leur promettez ou vous leur mettez en considération une amélioration de l'acuité avec lunettes et rien d'autre. Et c'est très souvent difficile à rappeler aux patients qu'on avait discuté 5 fois de suite avant l'opération que la réfraction restera, le patient aura toujours des lunettes et le but est de rendre le patient un peu plus indépendant des lentilles de contact. Lui donner peut-être la possibilité de porter 2 fois par semaine des lunettes avec une acuité un peu meilleure. Voici la publication de Zeiler et Koller qui a démontré les taux de complications après protocole de Dresden. Maintenant, les étapes que j'utilise cliniquement. Je fais un cross-linking et j'attends 12 mois. Et théoriquement, j'ai 4 possibilités de réaction. Soit une stabilité, parfait, je continue avec une PKR. Soit j'ai un aplatissement normal. À ce moment-là, je sais que ça peut encore durer 1 année de plus ou même 2 ou 3 ans. Je dis aux patients, on attend jusqu'à ce que la courbe devienne stable. Soit j'ai un aplatissement massif qui se voit déjà après quelques semaines. Ces 11 dioptries se sont faites 4 semaines après cross-linking. Ça vient très, très rapidement. Même là, on attend pour arriver à un plateau. Ou bien vous avez un échec et vous ne devez pas penser à une PKR, mais à un recross-linking. Les exceptions. Il y a des exceptions de la règle pour moi. Si le patient me dit que je ne peux pas attendre 1 année de ma vie parce que ma situation dans ma profession est trop difficile, je n'arrive pas à travailler avec des lunettes, je suis intolérant aux lentilles de contact, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'attends pas. Je prends ce risque calculé en lui disant on a une chance qui est moins de 10% d'avoir un événement majeur qui n'a pas été sur notre plan et on discute toutes les possibilités. De toute manière, avec une approche séquentielle, nous devons savoir combien de tissu est-ce qu'on enlève avec une pulsation d'examen laser. Est-ce qu'on enlève autant de tissu que dans une cornée qui n'a jamais eu un cross-linking, ou peut-être plus, parce qu'il y a plus de crosslinks, plus de réticulation, il vous faut plus d'énergie pour les casser. Mais combien? On a fait cette étude, et c'est pour ça qu'elle
C'est pour ça qu'on a eu un laser expérimental dans le labo sur une machine de Schwind en comparant une ablation attendue avec une ablation avec la profondeur d'ablation reçue du Schwind entre 50 et 250 micromètres. Et en fin de compte, on a eu une corrélation très jolie de 12%. Il nous faut 12% plus d'énergie dans les pulsations pour avoir le même effet d'enlever par exemple une dioptrie. Nous avons publié ça en 2014 et Theo Zeiler a fait l'étude pratiquement identique sur un autre système, sur le système Wavelight, et son chiffre est de 9%. On sait alors que la vérité est probablement entre ces deux, entre 9 et 12% de différence. En utilisant ces nomogrammes, on a eu des résultats très intéressants. Et comme vous voyez, le but principal est de ne pas enlever plus que 50 micromètres et d'avoir moins d'asymétrie sous des conditions photopiques. Et la réfraction ici, elle est pratiquement la même, mais l'acuité avec lunettes, elle monte de 2 lignes, même sur des ectasies plutôt centrales et beaucoup plus prononcées. Bien sûr, ce n'est pas une cornée symétrique, mais sous des conditions photopiques, c'est assez régulier au centre et ça lui permet de voir, parce qu'il y a de la bonne lumière, une petite pupille, de fonctionner avec ses lunettes pour une journée. Et en plus, ça facilite la géométrie de la lentille de contact kératocone. Les adaptateurs aiment travailler avec ces patients après une PKR. Ça facilite la vie. Et ici, par exemple, un très joli résultat avec une acuité avec lunettes de 1,0. Et l'autre œil était autour de -6. Alors, on cible à une anisométropie de maximum 1,5 de dioptrie. Et de nouveau, toujours parler aux patients pour qu'ils comprennent qu'ils auront toujours des lunettes, mais une meilleure qualité de vue. Encore un exemple. De nouveau, 2 lignes gagnées avec un centre qui est plus symétrique. Et même si vous passez dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une DPM, vous pouvez avoir un résultat qui est satisfaisant dans la vie quotidienne. Et vous savez aussi bien que moi que l'acuité visuelle n'est pas un bon déterminant pour ce que ressent un patient kératocone. Parfois, on a exactement la même acuité visuelle et le patient nous dit « Non, non, c'est comme jour et nuit, c'est peut-être aussi 0,6, mais c'est beaucoup plus agréable dans la vie quotidienne. » Il nous manque un déterminant qui décrit la qualité de vue et non pas seulement l'acuité. En conclusion, l'ablation dans une cornée cross-linking a besoin d'environ 12% plus d'énergie. On est en train d'implémenter ça, par exemple, dans cette plateforme de la Maris, mais je suis sûr que les autres machines XAMR vont aussi avoir ça dans leur software très bientôt, où vous aurez un crochet pour indiquer que le patient a eu un cross-linking avant et le nomogramme se change derrière. Et encore une fois, une invitation de venir nous voir à Zurich au mois de décembre.